Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Certaines mythologies octroient aux chiens le rôle de conduire les âmes des morts dans l'au-delà. D'ailleurs, au Mexique, par exemple, certains rites mortuaires préconisaient de sacrifier le chien du mort et de l'enterrer avec pour guider le défunt dans l'au-delà. Chez nous, ne dit-on pas que le chien sent la mort ? Ne hurle-t-il pas à la mort ? Bref, outre le fait qu'il ressent des choses qui, nous laissent hermétiques, l'animal de compagnie aurait certainement beaucoup à dire. Doit-il donc attendre le moment de la mort pour pouvoir s'exprimer ? Aujourd'hui, paranormal et animal de compagnie. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Alors hier, nous avons évoqué les derniers messages laissés par certaines personnes à la seconde de leur vie. On a tous en tête des histoires fabuleuses du lien qui peut exister entre un chien et son maître. Est-ce qu'on peut prendre au sérieux un homme qui dit avoir eu un dernier message de son chien ? Écoutez, hier, grosso modo, Oui. Les histoires dont nous avons parlé mettaient en jeu deux personnes. Celui qui était en train de mourir et le destinataire du message. Est-ce que celui qui est en train de mourir, au lieu d'être un être humain, pourrait être un animal ? C'est la question que nous allons aborder à travers le cas donc de Snoopy, un petit chien dont on peut certainement dire qu'il a envoyé un message. Tout comme hier, nous avons été en présence de gens qui envoyaient des messages. Oui. Aujourd'hui, ce serait un chien. Et j'ajouterais, Emmanuel, que si nous parlons comme cela de Snoopy, ce n'est aborder la parapsychologie animale que par le petit bout de la lorgnette. Parce qu'il y aurait tant de choses à dire sur la parapsychologie et les animaux. Ces chats qui traversent l'Amérique pour retrouver leur maître. Bien sûr. Ces animaux qui réagissent quand ils savent que leur maître rentre à la maison. Oui. Ce sont des expériences très récentes, de superbes expériences réalisées par le biologiste britannique Russell Sheldrake. Et ces animaux qui se suicident aussi. Les animaux qui se suicident. Et alors, ne parlons pas des animaux qui ont servi carrément à faire des expériences de parapsychologie. Comme, j'aurai peut-être l'occasion de l'évoquer, les lapines qui ont participé à une expérience de télépathie. Oh non. Ça a été fait par un de mes amis, le docteur Touvenet, mais c'était de la télépathie entre lapines. Oui, mais alors, vous nous raconterez ça une prochaine fois sans doute. On a tout fait avec les animaux en parapsychologie. On a même fait des expériences avec des serpents. Et je vous assure qu'il ne s'agissait pas de fakirisme. Et donc, on pourrait en parler, de nouveau en parler. Mais aujourd'hui, nous nous tenons finalement à la transposition à l'échelle animale de ceux dont nous avons parlé hier à l'échelle humaine. Et c'est pour cela que je vais vous raconter l'histoire du chien Snoopy. Cet après-midi avec Yves Lignon, on parle du lien extraordinaire entre un chien et son maître. On parle de lien extraordinaire, mais même de lien paranormal. Yves, vous allez nous raconter donc une histoire, celle du chien Snoopy. Voilà. Alors c'est une jolie et triste histoire. Je précise que je ne vais donner que des prénoms et même des prénoms faux. Parce que le principal héros de cette histoire, le maître de Snoopy, est un sportif très très connu à l'heure actuelle, mais il n'a pas envie qu'on lui en parle. Il m'en a parlé à moi, ou plus exactement, c'est sa maman qui m'en a parlé à moi. Et cette histoire s'est produite à l'époque où ce sportif débutait. Vous allez voir, ça joue un rôle. Mais je ne donnerai pas de détails. Et je ne dirai même pas de quel sport il s'agit. Okay. Parce qu'encore une fois, cette personne ne veut pas être ennuyée, non pas qu'elle répugne à en parler, puisqu'elle m'a fait confiance en parlant de cette histoire, mais ça fait partie de son intimité, tout simplement. Donc nous sommes dans une famille très tranquille, il y a 15 ans. Okay. La maman se prénomme Catherine, le papa, et le fils unique, donc que je prénomme Jacques, qui est déjà un jeune adulte. Il a commencé une carrière de sportif professionnel. Mais il n'en est qu'au tout début. Disons qu'on a remarqué son talent, mais on n'en est pas encore sur le point de lui offrir des contrats merveilleux. Et donc, il vit avec ses parents, plus par chaleur familiale que par commodité. Il pourrait vivre seul. Mais il se plaît chez ses parents et il a un chien, un petit roquet, un de ces bâtards sans race, qui s'appelle Snoopy. Et Snoopy, comme tous ces petits chiens, vous savez, a son caractère, a sa personnalité. Quand son maître est là, et il est évident
que pour Snoopy, le maître, c'est Jacques. Ce n'est pas Catherine et son mari. Quand Jacques est là, eh bien, Snoopy passe la nuit avec lui dans sa chambre et tout tourne bien, c'est le grand calme, il est tout le temps sur les pas de Jacques, il n'y a pas le moindre incident. Seulement, Jacques s'en va quelquefois, et surtout en fin de semaine. C'est un sportif professionnel. Et donc, à ce moment-là, ou du moins lors des premiers déplacements, quand Jacques a commencé à avoir un petit peu de notoriété dans son milieu, mais sa maman a trouvé naturel de laisser Snoopy dans la chambre, tout seul. Et le lendemain, bonjour les dégâts. Oui. Autant Snoopy était calme quand il dormait avec son maître, autant quand on voulait le faire dormir seul, alors là c'était infernal. Alors bon, on a fait 2-3 essais, et puis bien évidemment, on a dit il va dormir au garage. Et donc chaque fois que Jacques s'en allait, Snoopy dormait au garage. Pas de problème. Et voilà donc qu'un vendredi, Jacques s'en va. Et qu'il est prévu que Snoopy, comme d'habitude, parce que ce ne sera pas la première fois, dormira au garage. Nous sommes dans les clés du mystère. Yves Lignon, vous nous racontez l'histoire de Jacques, donc qui est un sportif. Ça se passe il y a 15 ans. C'est un jeune sportif, il a une vingtaine d'années. Il vit chez ses parents, juste parce qu'il y est bien, tout simplement. Et puis qu'il a un chien. Il est très attaché à son chien, qui s'appelle Snoopy. D'ailleurs, il dort avec lui. Mais quand Jacques part faire des matchs le week-end... Des matchs? Moi, je n'ai pas dit des matchs. Oui. J'ai dit que c'était un sportif professionnel. Voilà. Et qu'il s'en va le week-end. Eh bien, on fait dormir Snoopy, donc tout seul, dans la chambre de ce Jacques en question. Mais Snoopy va mettre la panique à bord, et donc ça va être le cas d'ailleurs 2-3 fois jusqu'au jour où les parents ont un peu ras-le-bol et décident de faire dormir Snoopy dans le garage. Voilà. On en était resté là, Yves. On en était resté là, et c'est une histoire, vous voyez, qui monte lentement en puissance, si j'ose dire. Nous avons effectivement une famille tranquille, un petit chien qui pose des problèmes sans en poser. Toujours est-il que brusquement, les événements vont se précipiter, ça va devenir très triste. Un vendredi, Jacques s'en va. Comme d'habitude. Et comme d'habitude, Snoopy va dormir dans le garage. Et à ce moment-là, il y a une dispute familiale entre Catherine et son époux, entre les parents de Jacques. Une dispute toute bête, enfin même pas une dispute, un de ces accrochages comme il y en a dans tous les couples. Dans tous les couples. Alors il se trouve que le papa de Jacques est bricoleur, qu'il a décidé de travailler dans le garage pour ce week-end. Et donc le garage est encombré, il y a une bétonnière, ainsi de suite. Et on dit, Snoopy ne peut pas dormir dans le garage. Oui. Il ne peut pas dormir dans la chambre non plus. Oui, parce qu'il va mettre la panique à bord. Heureusement, nous sommes au printemps. Oui. Snoopy va dormir dans le jardin. Le jardin est bien clôturé, apparemment. Il va dormir dans le jardin, il n'y a pas de problème. Oui. Et donc, le vendredi soir, Snoopy dort dans le jardin. Et le samedi matin, Snoopy est là, quand les parents de Jacques ouvrent la porte, il jappe, et ainsi de suite. Bon, tout se passe très bien. Donc, le samedi soir, Snoopy va dormir dans le jardin. Pour la deuxième fois. Voilà. Et le dimanche matin, Snoopy n'est plus dans le jardin. Donc, le père de Jacques fait quelques recherches. Il va pas très loin, il sort... à quelques dizaines de mètres de la maison, il trouve Snoopy égorgé au bord de la route. Et alors là, pour les parents de Jacques, c'est terrible. Ils réagissent peut-être comme diraient beaucoup de parents. Comment est-ce qu'on va dire ça à notre fils ? Ils sont déjà heureux d'une chose. Il y a une habitude, quand Jacques part comme ça en déplacement pour participer à une compétition, il n'y a pas de coup de téléphone avec les parents pour que Jacques puisse se concentrer, puisse rester dans sa bulle de sportif. Il n'y a pas de coup de téléphone. Donc il faudra le dire à Jacques lundi matin, à la descente du train, parce qu'il va rentrer en train, ses parents iront l'attendre à la gare, il va falloir le lui dire à ce moment-là. Et les parents de Jacques décident qu'ils mentiront. Ils diront « Snoopy
s'est enfui. Oui, on ne sait pas où il est. Et on n'a pas retrouvé, on va chercher davantage. Il faut que ce soit un peu progressif. Voilà, mais Snoopy s'est enfui. Puis peut-être au bout de quelques jours, on commencera à dire, tu sais, si on le retrouve pas, c'est forcément qu'il est mort, ainsi de suite. Mais il décide délibérément, comme le font des parents par affection pour leur enfant. Parce qu'après tout, comme m'a dit la maman de Jacques, il ne s'agissait que d'un chien. Oui, mais enfin bon, on connaît il y tenait beaucoup à ce chien, mais enfin, c'était pas une personne, c'était pas un parent qui avait disparu, c'était pas un ami. Bon. Oui, enfin, c'est un choc quand même. Oui, donc il décide de mentir. Et le père de Jacques va enterrer Youpi dans une forêt un peu plus loin. Quand il revient, il tombe sur une voisine. Une voisine qu'ils connaissent. Une voisine qui possède 2 chiens, elle aussi. Mais des bergers allemands. Et c'est un détail très particulier. De ces bergers allemands, il y en a un qui est tout noir et l'autre qui est tout blanc. Et cette voisine leur dit, écoutez, je suis navré, vous avez dû être dérangé cette nuit, mes chiens ont aboyé, se sont agités, je me demande même si chez moi ils n'ont pas sauté la clôture avant de rentrer, puisque mes chiens, mes bergers allemands sont en liberté la nuit pour monter la garde, vous avez dû être dérangé par le bruit. Et à ce moment-là, évidemment, les parents de Jacques comprennent. Ce qui a dérangé les 2 bergers allemands, c'est Snoopy qui s'était glissé sous leur clôture. D'accord. Et donc il a été massacré par les 2 chiens, a priori. Les 2 chiens. Mais ça ne change rien à la situation. Oui. Ça ne change rien au fait que lundi matin, on va mentir à Jacques. Oui. Eh bien, vous allez comprendre tout à l'heure, Emmanuel, que mentir à Jacques, ça n'a servi à rien parce qu'il était déjà au courant. Oh là là, une histoire incroyable qui ici nous a fait monter les larmes, Yves. L'histoire donc de ce chien qui se fait égorger par le chien du voisin. Le maître en question revient de week-end, il est très contrarié et on peut même dire, il est quand même inquiet pour son chien. Oui, enfin, il fait une drôle de tête. À la gare, les parents arrivent déjà avec une drôle de tête, mais peut-être un peu rentrés, puisqu'ils se disent qu'à un moment ou à un autre, ils vont mentir à leur fils comme ils l'ont décédé. Ils vont dire que Snoopy s'est enfui, alors que eux, les parents, savent bien qu'il est mort. Mais, curieusement, en descendant du train, c'est Jacques qui fait une tête tout à fait inhabituelle et même incompréhensible, puisque, en plus, il a gagné sa compétition. Oui. Alors, et donc, on comprend pas, on ne se parle pas trop, et évidemment, les parents se gardent d'aborder la question de Snoopy. Du moment que Jacques ne demande pas alors est-ce que mon chien a passé un bon week-end, est-ce que Snoopy est en forme, surtout on ne dit rien. On monte, allez hop, le sac dans la voiture à la maison, et arrivé à la maison, Jacques non seulement continue de faire la tête, mais en plus il a un comportement tout à fait inhabituel. Oui. Il commence à dire, tiens, Snoopy n'est pas dans le jardin, il doit être dans ma chambre. Alors les parents continuent à ne pas piper mot, mais évidemment, quand on décide de mentir à son fils, on attend absolument le tout dernier moment, on attend d'avoir le dos au mur. Bon, Jacques rentre et dans la maison, et comme me l'a raconté sa maman, elle m'a dit, là, ça m'a frappé, il a laissé son sac dans le vestibule. Son sac de sport. Chose qu'il ne faisait pas habituellement. Ça, il ne le faisait jamais, il l'avait jamais fait. C'était au contraire quelqu'un d'extrêmement soigneux. Il lui ordonnait. Et il montait le sac dans la chambre très vite pour déballer, etc. Le linge sale, le linge propre. Et là, il laisse le sac dans le vestibule. Et ça, ce détail a énormément frappé sa mère. Il court, sa chambre est au premier étage. Les parents qui sont en bas l'entendent dire « Où est Snoopy ? Où est Snoopy ?» Oui. Alors donc, évidemment, ils disent, ça y est, ce coup-ci, on est bon. Quand il redescend, il va falloir dire quelque chose. Oui. Jacques redescend en catastrophe et va s'adresser à ses parents en leur disant, où est Snoopy ? Et justement, il ne leur pose pas la question. Oui. Il se laisse tomber sur une chaise, littéralement, et il leur dit, écoutez, Snoopy, il n'est pas dans le jardin. Snoopy, il n'est pas dans ma chambre. Il dit à ses parents, bon, vous faites la tête de plus en plus, c'est pas la peine de me raconter des histoires, je sais que Snoopy est mort. Alors son père essaie un peu de glisser le mensonge, il dit non, écoute, je vais t'expliquer, puisqu'on a décidé de lui raconter que Snoopy a disparu. Je vais t'expliquer, et Jacques, qui fait une tête extraordinaire,
D'enterrement. de plus en plus d'enterrements. Je sais qu'il est mort. Alors, sa maman, à son tour, essaie de sauver la famille. Écoute, bon, peut-être tu t'en doutes, il est parti, mais il n'est pas mort. Il est parti, oui, bon, on va te l'avouer, on n'a pas su le garder, etc. Et Jacques remet une couche. Oui. Ce n'est pas la peine de me raconter un mensonge, je sais que Snoopy est mort. Nouvelle et ultime tentative du père. Écoute, Jacques, on va tout avouer. Oui, on a fait dormir Snoopy dans le jardin. Oui, il est passé sur la clôture. Oui, hier matin, il n'est pas rentré. Mais au pire, il est disparu. Oui, il est allé se promener. Il est allé se promener. Et c'est à ce moment-là que Jacques dit, mais enfin, je vous en prie, ne me racontez pas des histoires. J'ai rêvé dans la nuit de samedi à dimanche que Snoopy était poursuivi par 2 gros chiens, un noir et un blanc, et que ces 2 gros chiens l'égorgeaient. C'est incroyable. Et donc, il ajoute, il fait une petite pause, il ajoute, ça ne peut être que les chiens de la voisine. Et donc, ne me racontez pas que Snoopy est peut-être encore vivant, alors que moi, je sais, depuis la nuit de samedi à dimanche, qu'il est mort. Et là, son père lui dit effectivement, je suis allé creuser un trou dans la forêt. Oh mon Dieu. Cet après-midi, avec Yves Lignon, on parle des messages envoyés par le futur mort à une personne qui donc reçoit ce message qui sonne comme une évidence. Et là, on parle d'animaux, Yves Lignon. Alors, dans cette histoire donc de ce maître qui a rêvé exactement la mort de son chien, c'est de la télépathie ou bien c'est un rêve de voyant? C'est bien plus compliqué que ça. Oui. Ce qui est certain, c'est que c'est à la lettre un rêve prémonitoire. D'abord parce qu'il s'agit d'un rêve, Oui. théorème de la palisse. Et prémonitoire parce qu'il annonce à l'avance un événement, à l'avance Ou pas. peut-être sur le moment juste, Oui. puisque Snoopy, le pauvre chien, s'est fait massacrer dans la nuit du samedi au dimanche. Et il a rêvé cette mort quand? Et il arrive, Jacques a aussi rêvé la mort dans la nuit de samedi au dimanche. Donc on peut imaginer que c'était au même moment en On fait. peut imaginer que c'était au même moment, on Oui. peut imaginer que c'était avant, on peut Ou imaginer que après. c'était après. Bien sûr. Parce que quand vous vous réveillez, Emmanuel, Oui. vous vous souvenez de vos rêves, mais pas de l'heure à laquelle vous avez rêvé. Évidemment. Et donc, par conséquent, prémonitoire, c'est même déjà un peu exagéré. C'est super prémonitoire là. C'est Les super deux chiens, prémonitoire. Le chien blanc, le chien non, noir. c'est super prémonitoire si c'est à l'avance. Ah, excusez-moi, Ah, hein, ouais, je suis prof de maths. Bien sûr. Bon, hein. Donc, si Jacques a rêvé 1 heure avant que le chien, que Snoopy se fasse égorger, c'est prémonitoire. Oui. Si Jacques a rêvé 1 heure après, c'est, comme nous disons nous autres, de la post-cognition. Et si Jacques a rêvé au moment où le chien se faisait égorger, c'est de la clairvoyance. Seulement, nous ne savons ni à quelle heure Jacques a rêvé, Bien sûr. ni à quelle heure le chien a été égorgé. Donc nous ne pouvons nous attacher qu'à un fait, c'est que Jacques a appris par rêve la mort de son chien. Et que le lien qu'il avait avec son chien était un lien extrêmement Alors fort. vous allez me dire, est-ce que le chien aurait pu envoyer un message télépathique Voilà. à Est-ce que son ça maître? provient du chien Bon. ou est-ce que ça provient du maître? Voilà. Est-ce que ça ressemble à la voyance ou est-ce que ça ressemble à la télépathie? Il n'y a pas dans le dossier de la parapsychologie scientifique d'expérience de télépathie entre homme et animal dans lesquelles l'émetteur serait l'animal. Il y a des expériences de télépathie qui ont notamment été effectuées en Russie, et y compris d'ailleurs certaines avec des chiens, de télépathie de l'homme vers l'animal, vers le chien. Et donc là, nous ne pouvons pas, sur le vu des expériences qui ont déjà été réalisées, nous ne pouvons pas pour le moment envisager l'hypothèse d'un espèce de message télépathique comme il y en a dans d'autres histoires. Vous savez, mais là, ça se passe entre êtres humains, Oui. où quelqu'un apprend la mort d'un autre, mais c'est d'une autre personne. Hein. Bon, on en a raconté. C'est d'humain à humain, oui. Oui, donc on ne peut pas parler, enfin on ne peut pas télépathie envisager provenant du chien. l'hypothèse. Donc on est obligé d'en rester au fait. En se réveillant, Jacques savait que son chien était mort et il l'avait appris en rêve. Il n'y a que ça d'incontournable. Après, on peut rêver, bien sûr. C'est le cas de le dire.
C'est le cas de le dire. Alors d'autres histoires, évidemment, vous allez nous en raconter une autre. Oui, une belle plus histoire. quand même, on ne peut pas rester, c'était triste, ça vous faisait presque pleurer tout oui, à l'heure même quand plus nous que racontions la mort de Snoopy. Oui. Donc on va pas rester sur cette impression Oui. et je vais vous raconter tout à l'heure une petite histoire de parapsychologie animale, puisque nous ne parlons que de parapsychologie, on ne fait pas concurrence à 30 millions d'amis. Oui. Une petite histoire de parapsychologie animale qui est beaucoup plus souriante. Et c'est dans un instant, évidemment, dans les clés du mystère avec Yves Lignon. On parle cet après-midi avec Yves Lignon de parapsychologie animale et vous allez nous raconter, Yves, une histoire de chat. Alors, est-ce que c'est l'histoire qui est extraordinaire ou est-ce que c'est le chat qui est Ce extraordinaire? sont les deux. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amis des chats, Oui. énormément. L'histoire est extraordinaire parce que les chats sont extraordinaires. Il y a qu'à les voir faire, leur comportement, leur manière de se passer la patte. Je crois que récemment, à la télévision, on a même vu un chat qui mimait un match de boxe. Il y avait un match de boxe qui était diffusé à la télévision Oui. et le chat, avec ses pattes de devant, imitait les mouvements des boxeurs. Que c'est drôle. C'était un imitateur. Oui, alors je vais donc vous raconter une histoire de chat qui est très jolie et qui en même temps permet de rendre un petit hommage au professeur Ryan, un Américain qui est le premier à avoir introduit la parapsychologie à l'université. Ça se passait aux États-Unis en 1929, exactement. Vous voyez, ça n'est pas d'hier. On a un certain retard en France. Et donc, le professeur Ryan a fait beaucoup d'expériences sur la voyance et la télépathie, mais aussi, il s'est intéressé, chez les animaux, à ce qu'il a appelé le phénomène du retour au gîte. Un chat, un chien, qui parcourt des centaines, sinon des milliers de kilomètres pour retrouver ses maîtres. Et quand on lui demandait au professeur Ryan, alors quel est le cas le plus spectaculaire, il disait c'est celui de Sugar. Sucre. Sugar. Sugar. Oui, moi je parle toujours l'anglais avec l'accent écossais. Donc, Sucre est installé en Californie. Il est dans la famille d'un directeur d'école depuis sa naissance. Et la famille de ce directeur d'école doit se rendre en Oklahoma. Il y a un déménagement pour raisons professionnelles. Il doit se rendre en Oklahoma. Or, il se trouve que Sucre, il n'aime pas l'automobile. Ouais. Et donc, on décide qu'on ne va pas traverser la moitié de l'Amérique Oui. avec Sucre. Tant pis, on le confie à des voisins. Et on s'en va et on s'installe en Oklahoma. 14 mois plus tard, plus d'un an après, en Oklahoma, la famille de notre directeur d'école voit arriver un chat et dit c'est Sucre. Alors là, on se pince quand même. Oui, un peu, oui. On a du mal à dire coquin. Il a fait toute cette distance. Oui. Nous sommes partis de Californie, nous sommes en Oklahoma. Oui. Il y a 2500 kilomètres. Ah oui, c'est ça, oui. Non, il n'aime pas la voiture. Donc on se dit, c'est une ressemblance. Mais il ressemble tellement à notre Sucre que nous avons laissé en Californie, on va l'adopter. Et alors on l'adopte et on le caresse. Et c'est l'épouse du directeur d'école qui, en le caressant, a une surprise extraordinaire. Elle trouve une déformation physique très particulière à la hanche gauche Oui. chez ce nouveau chat que, vous l'avez compris, Sucre Sugar avait. possédait. Oui. Et alors là, il faut bien reconnaître ce nouveau chat qui est arrivé. C'est Il ne l'ancien fait chat. pas que ressembler à Sucre, Oui. il est Sucre. Mm. C'est quand même un peu fort. On essaiera d'éclaircir la chose. Donc on garde Sucre, on l'installe à la maison, sur son, etc., sur son Ouais. coussin. Et en retournant en Californie, on va voir les voisins à qui on l'avait confié. Et on leur raconte toute l'histoire. Ben, les voisins disent, nous sommes soulagés. Parce que vous n'étiez pas plutôt partis. Votre voiture n'avait pas plutôt tourné au carrefour Ouais. que Sucre, que vous nous aviez confié, et définitivement, on devait le garder jusqu'à sa mort, il s'est échappé, il est parti, on l'a plus revu. Eh ben, on l'a revu en Oklahoma, 14 mois 14 mois après. après. Et dans son témoignage, le directeur d'école précise qu'à son arrivée, Sucre était vraiment très maigre. Très maigre, mais très musclé. Il avait donc, en 14 mois, fait 2500 100 kilomètres pour retrouver ses maîtres. Extraordinaire, comme s'il y avait un fil entre... Oui. Quand on dit le lien, c'est vraiment ça, Un lien quoi. immatériel, il y avait quelque chose, mais il a su trouver son chemin, il a su retrouver
ses maîtres. Une histoire extraordinaire donc concernant le paranormal et les animaux de compagnie. Merci encore Evelyne. On vous retrouve donc demain évidemment entre 13h30 et 14h30 dans les Clés du Mystère. Je vous rappelle que cette émission comme toutes les autres est podcastable sur le site internet sudradio.fr. À demain, bye bye.